Je remercie tout le monde, tous ceux qui sont connectés, hein, de participer à cette réunion, qui nous relance un peu OVNI Paris, parce que ça faisait un bout de temps qu'on n'a vraiment rien fait. Dernière réunion, je ne l'ai pas mise sur YouTube. J'ai pensé que fallait épargner les youtubeurs de cette réunion. Ça n'a pas été un grand succès, mais là, je suis sûr que ça va bien se passer avec Jean qui a bien préparé tout ça. Jean, notre conférencier, ben, je te laisserai te présenter plus en détail, mais enfin, tu fais quand même un travail formidable de traduction et d'édition avec le Flying Disc. Il y a Flying Disc France maintenant, qui a déjà publié pas mal de livres. Je pense que tu me montreras où j'ai quelque part une présentation des différentes couvertures des livres que tu as publiés avec Flying Disc France. Mais avant, tu en avais traduit d'autres déjà, avec d'autres éditeurs. L'intérêt vraiment, c'est de sortir de l'hexagone, de présenter des ufologies roumaines, russes, bah maintenant brésiliennes. Ça, on en a vraiment besoin de comparer, de voir des choses différentes. Donc voilà. Jean, c'est un habitué aussi d'OVNI Paris et d'autres des repos ufologiques parisiens, donc qui commencent à être bien connus. À la base, tu as fait des études. Moi, je te laisse te présenter. Je pense que je vois que je dise de bêtises et que je te laisse parler. Vas-y, Jean. Oui, bonsoir, bonsoir à tous et merci encore à OVNI Paris. Donc, je vais me présenter très brièvement. J'ai travaillé comme traducteur commercial, traducteur juridique. J'ai été un traducteur assermenté à la Cour d'appel de Paris pendant un certain nombre d'années. J'ai commencé les traductions ufologiques en 2013. Je passe les détails. Donc, Flying Disc, eh bien, France, ça existe grâce à une offre de partenariat avec Philippe Mantel et Flying Disc Press Grande-Bretagne. Donc, le site, c'est Flying Disc France. Donc, je ne développerai pas plus ce soir. Donc, c'est le 5e titre publié par Flying Disc France. Qui a commencé en octobre 2019. Donc, c'est le 5e titre qui vient de sortir là en janvier 2021, il y a 2 semaines. Une dizaine de jours. Donc ça s'appelle Contact OVNI au Brésil. C'est un livre de Thiago Tiquetti, qui est un ufologue brésilien que je vais présenter dans quelques minutes, de renom. Comme disait Patrice, oui, un livre sur l'ufologie dans un autre pays. Effectivement, le Brésil est un hotspot de l'ufologie dans le monde. C'est vraiment un foyer d'événements ufologiques. Tous les ufologues expérimentés le savent, donc c'est une belle opportunité pour la France de pouvoir avoir ce livre. C'est un livre très long qui fait de 210 000 mots en français. Il a 467 pages avec 260 illustrations à peu près. Voilà. Donc, caractéristique de l'ufologie au Brésil ou de ce livre. Eh bien, je remercie ici Gilles Labourdet qui est présent à cette réunion Zoom. Comme le rappelle Gilles Labourdet dans sa préface à ce livre, Gilles Labourdet a fait l'honneur d'écrire une préface. On trouve une gamme large de cas ufologiques dans le livre de Thiago Tiquetti, depuis les expériences tragiques aux traumatiques, qui sont souvent emblématiques de l'ufologie au Brésil, jusqu'aux messages spirituels qu'on apparente à des cas classiques de prétendus contactés. Donc, par exemple, parmi les cas les plus sombres de ces Colares 1977 et l'opération Prato, mise sur pied par les militaires dans l'état du Pará. Le cas de l'île du Crabe, également en 1977, qui est localisé assez proche du Pará, dans l'état du Maranhão, également en 1977. Le cas tragique de João Prestes, ça c'est un des premiers cas connus au Brésil. C'est un cas tragique, c'est un homme qui est mort en mars 1946 après avoir été frappé par un mystérieux rayon alors qu'il rentrait chez lui. Maintenant, parmi les rencontres du type contacté, on a le cas de Mario Restier, qui est un cas classique de l'ufologie au Brésil, enlevé à bord d'un ovni et qui réapparaît 4 mois plus tard, en avril 1950. Donc c'est un cas très ancien, des plus anciens cas.
Le cas d'Antonio Nelson Tasca, dans la nuit du 14 décembre 83, c'est encore un cas très connu. C'est un cas largement diffusé dans le monde. Tasca aura une relation sexuelle avec une extraterrestre du nom de Kabbalah, avant que celle-ci ne lui transmette un grave message d'avertissement et d'encouragement à l'humanité. Donc on est là dans la configuration des cas de contactés, avec des messages philosophiques, spirituels, religieux, moraux, politiques. On a également le message de Karan aux époux Herminio et Maria Rhys en janvier 1976. Dans le livre, j'ai sélectionné aussi deux cas de guérison extraterrestre, celui d'un enfant hydrocéphale, le retour d'une excursion au cœur d'un parc naturel au Mato Grosso. On trouve des cas d'observation d'OVNI très documentés. Le dossier Colares, déjà mentionné, s'illustre par un dossier militaire déclassifié de 27 photographies, jusqu'alors secrètes, c'est-à-dire conservées par les archives militaires, et qui ont été prises par les services de renseignement militaires, donc en 1977, dans la région effectivement du Pará, capitale Belém. Un dossier d'observation plus classique est celui de la nuit officielle des OVNI, dont la scène a été la région de Sao Paulo, le secteur de São José dos Campos, dans la nuit du 19 au 20 mai 1986. C'est également un dossier central de l'ufologie au Brésil. Le cas de l'île de Trindade, c'est également un dossier de cas d'observation et d'images d'OVNI très connus et crédibles, même quoi qu'il soit contesté jusqu'à aujourd'hui. Cas de l'île de Trindade, sur la côte de l'État d'Espírito Santo, nombreux témoins ciblés militaires de la marine brésilienne et des photos qui ont fait parler d'elle. Des cas d'enlèvement, beaucoup de cas d'enlèvement dans ce livre, j'en présenterai quelques-uns. Et enfin, quelques cas de crash d'OVNI, le plus connu étant celui d'Ubatuba, État de Sao Paulo en septembre 1957, et le cas de Varginha en janvier 1987, Minas Gerais. Le cas de Varginha est connu comme un cas de contact avec un extraterrestre, la créature de Varginha, mais on oublie, on ne met pas souvent l'accent sur le fait que Varginha est aussi et nécessairement, si le cas est authentique, un cas de crash d'OVNI. Voilà pour cette petite présentation du livre avant d'entrer. Si tu veux, bon, Patrice, on peut présenter le PowerPoint pour que je commence un historique de l'ufologie au Brésil, parce que c'est quand même important de rendre hommage à ce pays en présentant un peu aussi son historique, si vous le voulez bien. Ça, c'est le titre. Donc, là, voilà la couverture du livre dont tu vas nous parler. Oui. Voilà les livres qui ont été publiés chez Flying Disc France, rapidement. Les autres, Contact OVNI en Italie, OVNI en Roumanie, Calvin Parker, en fait, nous parle de Pascagoula, et OVNI en Russie. J'avance. Voilà. Et maintenant, je te laisse me guider, Jean. Bon, alors voici l'auteur, vous avez l'auteur, Thiago Cicchetti. La 5, s'il te plaît, Patrice. Bref, rappel, d'accord. Alors, pionnier, principaux groupes, d'accord. Alors, une petite présentation sur l'histoire de l'ufologie au Brésil. Donc, l'ufologie a eu ses débuts dans les années 40, des cas aujourd'hui connus comme le cas Vicente Lucindo. Alors, la 6, les pionniers, ils s'appelaient Guilherme Pereira, Walter Karl Bühler, plus tard Irene Granchi, Flavio Pereira. Ensuite, les contemporains, c'est Ademar José Guevara, Claude Covo, Marco Antonio Petit, Roberto Afonso Beck, Ricardo Varela, quelques autres. Donc, évidemment, on ne va pas présenter ces auteurs, mais moi, je cite leur nom par un petit hommage donc, au travail des ufologues brésiliens. Vous avez sur cette image Marco Antonio Petit et Irene Granchi. Et Marco Antonio Petit a écrit un livre en 2015 sur le cas Varginha, en anglais, qui est publié en anglais. La 8, c'est le portrait de Guevara, Henri Guevara, qui est le plus connu des ufologues brésiliens, qui est le fondateur et le directeur de la revue Revista UFO, qui a été créée en 1985 ou 86, donc 35 ans d'ancienneté, la plus ancienne revue brésilienne et l'une des plus anciennes revues ufologiques dans le monde. La 10, c'est la SBEDV, donc c'est la Société brésilienne d'études des disques volants, Discos Voadores.
Alors, cette revue a été créée dans les années 50. La lettre d'information de la SBEDV avait une version en anglais qui était envoyée à l'APRO, l'importante association américaine, américaine, oui. dirigée par Jim et Cora Lorenzen aux États-Unis. Livre de référence de l'ufologie au Brésil, eh bien, selon Tiago Tichetti, c'est le livre blanc des disques volants de Walter Buller, le livre rouge des secours volants de Flavio Pereira, et plus récemment UFO Abductions in Brazil d'Irene Granchi, publié évidemment en brésilien et en anglais donc en 95. Voilà. La Non, suite, peut-être. oui, republié en 2010. Revista UFO, fondée en 1985, d'accord. Le comité de rédaction de Revista UFO comprend 400 membres. Est-ce qu'on a, oui, c'est la 12, hein, la 12. Là, c'est le livre de Irena Granchi. Et J'ai pas les numéros, hein, donc quand tu dis, moi je fais suivant. la suivante. Donc voilà, ici, vous avez donc le dernier numéro de Revista UFO de janvier 2021. Donc c'est un thème sur les sondes OVNI au Brésil. Donc vous voyez, les sondes OVNI sont observées, en tout cas étudiées au Brésil actuellement. Ok. Revista UFO administre également une ligne éditoriale qui a publié une trentaine d'ouvrages ufologiques, parmi lesquels un certain nombre de traductions d'auteurs majeurs, d'auteurs internationaux, bien sûr. Alors, l'auteur de ce livre, donc Tiago Luis Tichetti, il est né en 5 février 1975 à Santa Cruz, État de Rio de Janeiro. Son père était un colonel de l'armée de l'air brésilienne. En 1997, il a participé au premier forum mondial de l'ufologie à Brasilia. Il a intégré l'équipe de rédaction du magazine Revista UFO en 1997. Il est devenu consultant, coordinateur international, actuellement co-éditeur, c'est-à-dire co-directeur de la rédaction. Depuis 2017, il a été nommé assistant du directeur international du MUFON au Brésil. Il est auteur de dizaines de textes pour le magazine Revista UFO. Il a publié 9 livres, je ne vous les cite pas. Le premier, UFO Crashes, en 2002. Et en 2018, UFO Files, UFO Cases, volume 3. Ça veut dire que 2 volumes en précédé. Il a interviewé les plus grands chercheurs, Donald Schmitt, Nick Redfern, Philip Mantle, David Jacobs, Kevin Randle, Stanton Friedman. Il anime le site Investigação OVNI au Brésil, dont vous voyez une couverture de la chaîne vidéo, la chaîne YouTube. Okay. La suivante, ouais, c'est ça, d'accord. Oui, c'est ça, aussi une capture d'écran de la chaîne YouTube de Tiago Tichetti. Ok. Voilà, donc on va commencer dans l'étude des cas, parce que le temps passe très vite. Donc évidemment, puisque c'est un dossier très... le livre est très volumineux, évidemment, j'ai choisi une toute petite sélection de cas, une quinzaine de cas, parce que sinon c'est impossible. Alors, des cas d'observation crédibles, des cas de rencontre du troisième type, on va décrire des cas tragiques ou effrayants, ce qui est un peu l'image d'Épinal de l'ufologie au Brésil, mais qui sont réels, qu'on trouve, mais ce n'est pas le seul composant de l'ufologie dans ce pays, des cas d'enlèvement, on va commenter, et des crashs d'ovnis, comme je disais tout à l'heure. Donc on commence tout de suite avec les observations. Alors voilà, c'est ça, observation crédible. Alors la sélection, vous la voyez sur le PowerPoint. Alors l'île de Trindade, État d'Espírito Santo, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le 16 janvier 1958. Ensuite, Stade Morena, en 82, c'est une observation de masse, 25 000 personnes qui ont observé un énorme objet qui est passé pendant le déroulement d'un match de football. Curitiba, c'est un cas très connu également en 1954. Ils ne sont pas dans l'ordre chronologique. Concordia, je ne sais pas si on va en parler, mais la nuit officielle des ovnis, c'est du 19 au 20 mai 86 dans la région de Sao Paulo, l'État de Sao Paulo, Sao José de Campos. Donc là, c'est un cas majeur. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, je montre la carte. Voilà, l'île de Trinidad qui est au large, comme tu dis, de l'État d'Espírito Santo, à 1000 km au large du Brésil. Et on voit une photo couleur de l'île qui n'est pas bien grande, qui est tout en longueur, très rocheuse. Je reviens en arrière, voilà.
Oui, oui, d'accord. Merci, merci Patrice, merci. Je précise que c'est Patrice Galacteros qui m'a rendu ce service de rassembler quelques photos. Moi-même, j'avais sélectionné quelques-unes sur Google Earth, mais il les a assemblées et placées pour moi dans le PowerPoint que j'avais réalisé. Merci à toi, Patrice. Oh, de rien. Alors donc, 16 janvier 1958, c'est le vaisseau Admiral Saldanha, navire de la marine brésilienne, proche de l'île donc de Trindade, donc au large de l'état d'Espírito Santo, comme on vient de le voir. Son équipage effectuait des recherches dans le cadre de l'année géophysique internationale. L'incident survenu fut le point culminant d'une série de phénomènes observés sur l'île au cours des semaines précédentes, donc avant janvier, c'est-à-dire en novembre et décembre 1957, dont les témoins furent des travailleurs, des marins, des officiers, entre décembre 1957 et janvier 1958. Ces incidents ont attiré l'attention puisqu'ils ont eu pour témoins des officiers de haut rang, des scientifiques et d'autres experts. Un des incidents survint fin novembre 1957, par une claire matinée ensoleillée. Un ballon météo fut lancé pour prendre des mesures. Le commandant Bachelard se trouvait dans la station radio. À un moment, il se produisit une distorsion dans les signaux, ce qui fit penser au commandant que les instruments du ballon étaient en panne. Il demanda à l'un des subordonnés de sortir pour vérifier. Sans retour, celui-ci dit qu'il y avait un autre objet dans le ciel au voisinage du ballon. Bachelard sortit, observa l'objet se déplaçant dans le ciel de façon erratique et réalisant des manœuvres à grande vitesse. Ensuite, c'était le troisième enregistrement sur l'île en quelques jours. Par la suite de nombreuses observations, le nombre des observations s'accrut rapidement, considérablement, des apparitions quotidiennes. Donc, premier jour de janvier 1958, l'objet fut de nouveau observé, provoqua la panique parmi les témoins car il réalisa des manœuvres à très basse altitude. Il semblait qu'il allait heurter les installations militaires et scientifiques. La marine avait enquêté sur ces faits. Alors, un sergent de la marine, témoin des faits, avait pris une photo de l'OVNI. Le négatif fut saisi par la marine. Donc maintenant, nous arrivons au cas le plus important sur l'île de la Trinidad, c'est donc le vaisseau amiral Saldanha. Quelques jours après, donc au début de janvier 1958, le vaisseau amiral Saldanha accosta sur l'île avec à son bord le photographe Almiro Barahona, qui joue un rôle important dans ce dossier. Voilà la photo, l'une des photos faites par le Almiros Barahona, aux environs de midi. Donc, ce jour-là, l'OVNI refit son apparition, attirant l'attention de nombreux marins. L'OVNI s'approcha de l'île à grande vitesse, plana au-dessus du pic, disparut un instant sur l'autre versant, repartit vers la mer. Pendant la durée des manœuvres, Barahona parvint à prendre 4 clichés. Donc l'incident obligea la marine à ouvrir une enquête officielle à la demande du Parlement. Alors je pense que la photo suivante, voilà, vous avez le photographe à gauche, et là c'est le commandant de bord de l'amiral Saldanha. Alors, l'incident du 16 janvier obligea la marine à ouvrir une enquête officielle demande du Parlement. L'enquête approuvée par la Chambre des députés le 27 février 1958, en la personne du député Sergio Magalhães, demandait que la marine expliquât les faits relatifs à l'incident de l'île de Trinidad. Donc, la photo suivante, c'est voilà, vous voyez, document remis par le ministre de la Marine, l'amiral Antonio Alves Jr., au député Sergio Magalhães en réponse à demande d'information avec le numéro d'ordre de la session de l'Assemblée nationale, du Parlement Congresso National, 27 février 1958. Alors, je vous donne un petit extrait. Il est demandé au ministre de la Marine de répondre aux questions suivantes. Est-il vrai que l'équipage de l'amiral Saldanha a assisté à l'apparition d'un objet étrange sur l'île de Trinidad? Dans le cas où la réponse serait négative, sur quoi le ministre de la Marine s'est-il fondé pour n'avoir pas prêté importance à ce fait? Est-il vrai que les photos ont été développées en présence d'un officier du navire révélant l'étrange objet? Est-ce que les négatifs ont été examinés afin d'analyser toutes les photos prises avant l'incident? Pourquoi le fait-il rester confidentiel pendant un mois? Est-il vrai que le capitaine du remorqueur Trident ait observé l'apparition d'un objet désigné comme sous-gouvernant? Donc, vous voyez, c'est une demande en bonne et due forme à l'Assemblée nationale. Alors, bon, je ne vais pas... En réponse à sa demande, le député a eu accès à un document confidentiel de la Marine dans lequel l'incident est confirmé dans sa totalité, ainsi que de nouvelles informations. Mais bien entendu, C'est resté confidentiel. c'est resté tellement confidentiel. Un grand nombre de membres d'équipage du vaisseau Saldanha étaient présents. Malgré l'étrange objet photographié au-dessus de l'île de Trinidad, les témoignages des marins n'ont pas été recueillis et aucune mesure n'a été prise, comme l'a reconnu le chef d'état-major
général de la marine, en répondant à la presse. Voilà. Alors après, c'est un cas qui a été contesté parce que on a accusé le photographe Baldana d'être un faussaire. Et vous voyez qu'il y a eu quand même un gros dossier avec des militaires impliqués et puis les politiques également. Donc c'est un dossier en point d'interrogation, mais quand même solide. C'est assez récemment, donc on l'a accusé d'être un faussaire. Bah écoute, dans 15 août 2010, il y a eu un programme télévisé. Voilà. Ouais. Hein, mais le cas est quand même très ancien, donc c'est un cas qui est classique, qui a été très très étudié. Voilà, hein, la question est ouverte, c'est un cas important. Ok. On passe au suivant, le cas Pape A. Tu l'as pas le suivant? C'est ça le suivant que tu as mis. Ah mince, Voilà. non, bon, voilà, ben on l'a pas. Voilà, on l'a pas, Ah, c'est pas grave. Le cas Paputa, le cas Papuda, c'est un ovni qui survole un pénitencier, le pénitencier de Brasilia en fait. Ça s'est passé le 11 avril 91 et ça c'est un cas d'observation considéré comme très très crédible. Donc 11 avril 91, un objet brillant de forme ovale, couleur variant entre le bleu et le rouge, survole la prison de Papouda entre 19h et 21h, disparu après plusieurs manœuvres dans l'espace. L'objet a été vu par des douzaines de personnes habitant à proximité du lac près du pénitencier. Alors le premier à observer l'OVNI, le lieutenant Damasceno de la police militaire, déclare que l'objet était bleu, relocalisé à la verticale de la prison, changea de position, sa couleur vira au rouge, déplacement très rapide. L'engin fut détecté par les radars du SINDACTA, le centre de contrôle de la circulation aérienne, fait confirmer par le lieutenant Damasceno, qui avait contacté donc le contrôleur de vol du SINDACTA. Le contrôleur de vol du SINDACTA l'informa qu'il suivait les mouvements de l'OVNI au radar, que l'objet était de forme rectangulaire sur l'écran radar, et que sa vitesse calculée était de 700 km/h. Alors je ne sais pas si la forme rectangulaire sur un écran suppose une forme rectangulaire de l'objet, mais enfin, c'est l'indication qu'on a. c'était à Brasilia, non, au district fédéral, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc Oui, oui. c'est là, c'est ici, là, voilà, dans l'état de Goya. Oui, Brasilia, donc c'est un peu à l'intérieur des terres, Brasilia un peu à l'intérieur. Lorsque nous apprîmes que le SINDACTA avait confirmé le survol par cet objet, le SINDACTA, donc le centre de détection aérienne, non seulement lorsque nous apprîmes que le SINDACTA avait confirmé le survol non seulement du SINDACTA, mais aussi d'une grande partie de la zone du lac du Sud, à proximité de l'aéroport international de Brasilia et de l'aérodrome militaire, donc les ufologues, Thiago Tiquetti et autres, signale, nous suspections qu'une contre-information apparaîtrait dans les jours suivants. Nous n'avons pas été déçus. 2 jours plus tard, les manchettes annonçaient que les militaires niaient tout, affirmant qu'il s'agissait d'un ballon météo. Alors, suivant, donc le stade Morenao, Campo Grande, Mato Grosso de Sul, le 6 mars 1982. Ça aussi, c'est un cas central des observations crédibles. C'est en 1982, le samedi 6 mars 1982. Alors, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, on C'est a là, vu. juste au nord du Paraguay, là, près de la frontière du Brésil. Voilà, cet état-là. Donc, c'est le club de football Operario qui sont là battu le club de Vasco pour l'ouverture de la seconde phase de la Coupe d'Or, qu'on a désigné la championnat national. Alors, ce dont les supporters se souviennent, plus encore que le début de l'avant-centre, c'est le bizarre objet cylindrique qui traversa le ciel au-dessus du stade Morenao. Mettant des lumières intenses, extrêmement brillantes, l'engin passa en 5 secondes au-dessus du terrain, sans qu'aucune photo ni enregistrement vidéo n'ait été pris. Ce qu'on comprend, parce que 5 secondes, personne n'a eu le réflexe de sortir. Je ne sais pas, il n'y avait peut-être pas non plus, il n'y avait pas les téléphones portables comme aujourd'hui, bien entendu. 1982. Téléphone portable avec caméra intégrée. Témoignage de l'ancien ailier droit, la tension dans le jeu était énorme, on était très concentré sur le terrain, tout allait très vite, ce n'était pas quelque chose pourquoi chacun se serait arrêté et qu'on aurait regardé des heures durant. Alors un journaliste au Campo Grande News, qui s'appelle Paolo Nonato de Souza, était de service ce soir-là au stade Morenao pour couvrir donc le match. Il s'agissait de quelque chose qui, par-delà toute compréhension humaine, il n'y avait aucune technologie en 1982 pour répliquer quelque chose comme cela. Alors, il y avait un autre témoin
qui s'est exprimé. Le professeur Ascanio Bottini, âgé de 57 ans, était l'une des personnes rassemblées dans le stade. Je me rappelle que sous mon angle de vision, cela ressemblait à 4 tubes, 2 au-dessus, 2 au-dessous, parallèles les uns aux autres. À chaque extrémité se trouvait une puissante lumière. L'ufologue Ademar Guevara, directeur du magazine Revista UFO, est venu à Campo Grande afin d'enquêter sur le phénomène. Il a entendu des récits d'apparitions semblables dans les villes voisines, mais aussi dans tout le Mato Grosso do Sul. Nous avons certainement été visités par une forme d'intelligence, par une autre forme d'intelligence, a-t-il déclaré. Alors, le cas du stade Momorenao est entré dans l'histoire avec une audience de 24 575 spectateurs cette nuit-là. Il détient le record du monde du nombre de témoins d'une observation publique d'OVNI. Bon, on suppose que ce ne sont pas les 24 000 personnes qui ont vu passer l'objet en espace de 5 secondes, mais enfin, on peut penser qu'il y a eu quand même... Il y en a eu pas mal, oui. Oui, on peut supposer. Alors maintenant, le cas suivant, donc, un gros dossier d'observation, c'est la nuit officielle des OVNI. Donc, vallée du Paraíba, état de Sao Paulo. Alors, ça se passe le 19 mai, le lundi 19 mai 1986, ça commence à partir de 20h. Alors, est-ce que tu as une carte par là Oui, attends, on va revenir en arrière. L'état de Sao Paulo, Sao Paulo, oui. C'est là au centre, Oui. là, au bord de la mer, là, on en parlera tout à l'heure, Ubatuba. D'accord, oui. C'est tout près, oui. C'est tout près. Si tu as la vallée, elle est là, je crois. Mm-hmm. Cette tache grise, là, c'est Sao Paulo même, l'agglomération est gigantesque. Et la vallée, je crois qu'elle est là. Ouais. Oui, alors quand on verra la photo concernant Varginha et Ubatuba, eh bien on verra que Sao José de Campos est à l'ouest de Sao Paulo, à peut-être une centaine ou 200 kilomètres. Hein. J'ai du mal à évaluer les échelles hein, pour un pays comme cela, et au sud donc de Varginha. Enfin, c'est à l'ouest de Sao Paulo, mais c'est pas sur la côte, c'est un peu à l'intérieur des terres. Voilà. Donc 19 mai 1986 à 20h, tour de contrôle à l'aérodrome São José dos Campos, vallée de Paraíba, état de Sao Paulo. 21 objets lumineux apparemment sphériques d'une taille de 50 à 100 mètres de diamètre furent observés, captés au radar, poursuivis par des chasseurs des forces armées brésiliennes, donc l'armée de l'air brésilienne. Ils furent également observés par des membres d'équipage et passagers d'avions commerciaux ou d'avions de ligne. Une conférence de presse fut organisée par le ministre de l'Aviation, le général de brigade Otávio Moreira Lima, avec les militaires impliqués. Là, vous avez effectivement 2 des pilotes qui ont décollé. À São José dos Campos, le contrôleur est là, c'est un autre pilote, un pilote civil. Oui, c'est un pilote civil, on va en parler tout à l'heure. À São José dos Campos, le contrôleur aérien en poste à la tour de contrôle aérodrome municipal repéra 2 objets lumineux à 2000 mètres au-dessus de la ville, à environ 15 km de la tour de contrôle. Le contrôleur contacta d'autres contrôleurs à Brasilia et Sao Paulo, lesquels confirmèrent la présence d'objets sur le radar. Toutes les communications furent enregistrées sur bande audio qui sont actuellement disponibles sur le site des Archives nationales. Autour de 19h, le centre de contrôle de Sao Paulo a également enregistré au radar 3 ovnis au-dessus de la région de São José dos Campos, qui va devenir le centre, le foyer de ces observations. Une autre observation a lieu en même temps dans la ville de Rio de Janeiro. Environ 20h15, le centre de contrôle de la zone de Brasilia informe le centre des opérations militaires que l'opérateur de la tour de contrôle de São José dos Campos avait repéré des lumières se déplaçant au-dessus de la ville. Voilà. Alors, on a informé le contrôle d'approche de Sao Paulo qui confirma le contact de radar fait à São José dos Campos. Donc, alors, on a un cas, on va parler, le monsieur que tu as montré tout à l'heure, aux environs de 21h. Oui. Non, avant, voilà. 21, oui, aux environs de... Mais non, laisse-le. Oui. Aux environs de 21h, un avion Xingu immatriculé PTMBS était en approche pour arrêter à São José dos Campos. À bord se trouvait le colonel Osiris Silva, donc c'est ce monsieur, qui est un monsieur très connu au Brésil, qui quittait la présidence d'Embraer, qui est une principale société justement de fabrication d'avions, hein, de production d'avions au Brésil, d'avions de ligne et d'avions militaires, pour prendre la présidence de Petrobras, qui est la grande entreprise pétrolière brésilienne. Donc un monsieur évidemment très connu. Colonel Osiris Silva, donc il était à bord d'un avion. Alors que l'avion passait près de la ville de Poço de Caldas, à une altitude de 6700 mètres, les pilotes furent surpris par un appel radio du Sindacta, donc
du centre de la défense aérienne, qui demandait s'ils avaient des contacts visuels avec les 3 cibles non identifiées qui apparaissaient sur les écrans. À ce moment, Osiris Silva et son copilote n'observaient rien d'anormal. À 21h08, tous deux ont observé un objet lumineux stationnaire d'une intense couleur jaune. Elle se trouvait apparemment près de la ville de São Jorge dos Campos, ce qui coïncidait avec les rapports des principaux témoins précédents et avec les données obtenues par radar. Alors, finalement, alors, plusieurs minutes plus tard, l'opérateur radar d'Annapolis enregistra la présence d'un ovni déplacé au-dessus de cette ville, l'État de Goiás. Donc, finalement, on fait décoller des pilotes militaires, évidemment. Également, un avion ravitailleur KC-130. Alors, le premier chasseur à décoller, donc c'est un F5. Il part de la base de Santa Cruz à 22h07. Piloté par le lieutenant Kleber Marinho. C'est le premier qu'on a eu dans la première photo. Kleber Marinho, je ne sais pas si tu le vois là. Oui, c'est celui à droite. Hein. Oui, à droite, voilà, Kleber Marinho. Ici, le contrôleur aérien guida le pilote vers la région de São Jorge dos Campos. En activant les commandes, le pilote déconnecta les équipements de bord, laissant que la radio branchée. Après quelques manœuvres, il perçut une très forte lumière vers la côte de Sao Paulo. Ah, je suis obligé de couper. Alors, le pilote débuta une approche à vitesse supersonique et fut capable d'estimer l'altitude de l'OVNI à 5200 mètres. Le pilote activa son radar de bord, lequel détecta un objet solide à une distance entre 13 et 19 km. Cet objet apparaissait comme une tache d'1 centimètre sur l'écran, ce qui signifie qu'il devait être environ de la taille d'un Boeing 747. Lorsque l'avion arriva à 10 km, l'OVNI s'arrêta, commença une ascension. Le chasseur le suivit jusqu'à 9000 mètres avant d'abandonner la poursuite. Alors, 2 instruments de bord présentèrent des problèmes. Le radiogoniomètre automatique qui indique la direction de la station radio de l'aéroport cessa de fonctionner. L'autre instrument, l'équipement de mesure de distance, était aussi défaillant. Les 2 instruments se remirent à fonctionner lorsque le pilote abandonna la poursuite. Ensuite, décollage du capitaine Viriato, puis d'un autre F5 piloté par le capitaine Brizola Jordão. Donc, c'est les photos suivantes. Les radars, l'autre photo des pilotes. Celle-là? Non, non, pas celle-là. La précédente? Après? Oui. Ben, celle où tu as les noms Jordão. Non, c'est pas celle-là. Bon. Si, Jordão, capitaine Jordão. Ah oui, c'est celui-là, oui, c'est Jordão. Oui. Donc, on n'a pas le capitaine Vriato peut-être sur l'autre. Enfin, là, on a le capitaine Jordão et c'est celui-ci dont on va parler. Donc le ciel était parfaitement clair, le pilote n'eut aucun contact visuel avec les objets. À ce moment-là, donc, l'objet détecté par radar donc, passe de la position à 12 heures à la position à 6 heures. Ça veut dire qu'il passe de la position qui est devant l'avion à la position qui est juste à l'arrière de l'avion. Il était à 8 km devant l'avion et d'un instant à l'autre, il se retrouve à 3 km derrière l'avion en une fraction de seconde. Selon le radar, 13 ovnis accompagnaient à ce moment-là l'avion de la FAB, donc de Márcio Brizola Jordão, ce qui démontrait l'intervention d'une intelligence, car 6 objets se trouvaient sur un côté, les 7 autres de l'autre, volant à la même vitesse que l'avion. Le pilote manœuvra afin de visualiser les objets, mais sans succès. À aucun moment, il ne réussit à acquérir un contact visuel. Okay. Bon, voilà. Alors, les interprétations... Alors, le général de brigade Otávio Moreira Lima a promis un rapport officiel sur les incidents qui devait être publié le jour prochain. Un tel rapport ne devint disponible qu'en 2009, lorsque les documents furent rendus publics, grâce à la campagne OVNI Liberté de l'information menée par le magazine Revista UFO. Il y a une grosse campagne de pression publique, animée entre autres par le magazine Revista UFO entre 2004 et 2009, autour de 2007 en particulier, qui a donné lieu finalement à un certain nombre de déclassifications, comme Gilda le sait, certains d'entre nous, notre groupe. Alors, interprétation astronomique, réfutation par l'auteur. Alors, interprétation astronomique, on va entendre 2 interprétations spectaculaires des scientifiques.
spectaculaire, entre guillemets, l'astronome Jacques Danon, à l'époque directeur de l'Observatoire national à Rio de Janeiro, ce sont des pluies de météorites. La Terre passait dans l'orbite de la comète de Halley, où subsistent des particules qui retombent alors sur la Terre. Un autre Oui, astronome, José Manuel da Silva. Le cas de Sao Paulo implique clairement une étoile, probablement Arcturus. Le cas Boiro à Rio de Janeiro était probablement la planète Vénus, comme cela est montré dans les films à la télévision. Alors, dans les deux cas, alors ça c'est Thiago Tikiti qui développe, on relève une méconnaissance évidente des détails. L'explication des météorites n'explique pas les faits, car la Terre est heurtée par des météorites plusieurs fois par jour. Quiconque s'éloigne des zones de luminosité des grandes villes lorsqu'il observe le ciel verra des traînées de lumière traversant le ciel. De tels phénomènes durent quelques secondes, se déplacent toujours en ligne droite. Ils sont rarement captés au radar. En l'occurrence, les objets étaient parfois statiques, d'autres fois montraient un déplacement irrégulier avec des vitesses allant de quelques kilomètres à l'heure jusqu'à 15 fois la vitesse du son. La variation de vitesse était parfois instantanée. Il y avait des changements abrupts de trajectoire sans perte de vitesse. L'un des pilotes a prétendu avoir observé et capturé sur son radar des ovnis se déplaçant en zigzag à haute vitesse. Voilà. Voilà, je pense que c'est assez clair pour ce oui, dossier tout à fait. de la nuit officielle. OK. Donc, on va passer au cas de rencontre du troisième type. Évidemment, dans la partie débat, on reviendra sur ces dossiers. On a d'ailleurs une vidéo, Patrice, on a un extrait de vidéo de la nuit officielle. Je ne sais pas si tu l'as. Je l'ai sur le. Ah ouais, On pourra le montrer si tu l'as, oui. si on a le On, temps. OK, je l'ai. on aura des sous-titrages en anglais, mais bon, c'est facile à traduire, en l'occurrence. On a quelques vidéos de très bonne qualité. Donc, les cas de rencontre du troisième type, le rencontre humanoïde, dans quelques cas. Je vais présenter le cas de Mario Restier. Donc, alors, est-ce qu'on Il y a des a. écrans derrière là-dessus? Eh bien, écoute, Voilà. justement, ah oui, ça c'est ça, mais j'ai pas de photo, parce que c'est un cas quand même très ancien, 4 décembre 49. C'est un cas classique de l'ufologie au Brésil, évidemment connu, très connu pour les connaisseurs de l'ufologie au Brésil, mais ce n'est pas une garantie d'authenticité, bien entendu. C'est un cas classique, donc à 17h, 4 décembre 1949, Rio de Janeiro, à 17h, Mario Restier revenait chez son père qui résidait à Volta Redonda. Il remarqua un objet discoïdal qui volait silencieusement au-dessus d'un groupe d'arbres. Je crois qu'il revient en voiture. Il entendit une voix qui lui disant « Ne soyez pas effrayés, voulez-vous savoir de quoi il s'agit? Nous savons que vous croyez en nous. » Il entendit une voix. À son approche, une porte s'ouvrit dans. Donc l'objet s'approche et finalement se pose sur la route. À l'approche de l'objet, une porte s'ouvrit dans l'engin. 2 membres d'équipage apparurent, mesurant 1,65 m, la même taille que Mario, agitèrent la main de manière amicale. Première question que Mario leur posa était s'ils croyaient en Dieu. Ils répondirent aussitôt « Dieu est un ». L'équipage l'invita à un voyage. Restier répondit qu'il acceptait s'il lui promettait de le ramener sain et sauf. Après confirmation, le placèrent dans une sorte de baignoire remplie d'un liquide qui, selon les êtres, avait pour but de supprimer les effets dus aux fortes accélérations, ainsi que d'hydrater et de nourrir le corps. Seul le visage restait hors du liquide. Lorsque l'équipage annonça qu'ils allaient décoller, Mario s'endormit. Lorsqu'il se réveilla, il fut informé qu'ils arrivaient. Il fit extraire la baignoire. On lui donna un uniforme semblable à celui de l'équipage. Il regardait à travers les hublots du disque. Il réalisa qu'il était dans un hangar où se trouvaient plusieurs disques semblables à celui dans lequel il était monté. Je suis surpris de constater que les membres d'équipage étaient assis sur une sorte de divan, apparemment en train de reposer. La porte s'ouvrit. Quelques-uns d'entre eux dirigèrent vers le témoin d'un air cordial. Il lui annonça qu'il était la troisième personne à visiter le site. Alors, ils l'amenèrent visiter une sorte de ville, il y avait d'autres créatures, il fut conduit dans une sorte de musée, ils montrèrent en écran des images de l'humanité, notre nature, nos ambitions, nos violences. Donc un portrait des défauts, des démons qui habitent l'humanité, le cœur humain. Quelques heures après, Mario fut reconduit jusqu'au disque, on lui restitua ses vêtements et fut de nouveau placé dans la baignoire remplie d'étranges liquides. Lorsqu'il se réveilla, il était à l'endroit où il avait embarqué. Il arriva chez son père, il réalisa que la date était le 14 avril 1950. Dans son souvenir, l'expérience avait une durée de 6 heures et presque 4 mois de sa vie s'étaient évanouis. Le cas est décrit en détail dans le numéro 61, 15 avril 1968, donc du bulletin de la Société brésilienne d'études sur le disque volant.
ce serait intéressant d'avoir des traductions ou d'avoir accès à cette revue. Je ne sais pas si Gilles Durand et nos amis du Sceau connaissent cette revue, si elle peut se trouver dans les archives pas du Sceau, parce qu'on a des archives françaises, mais à l'affût En Suède. en Suède, bien sûr. Mais voilà, c'est une revue très très ancienne. Ce serait intéressant de pouvoir accéder à ces archives, qu'elles soient numérisées. Hein. Je n'ai pas eu le temps de demander à Thiago Cicchetti si cette revue est numérisée et comment y accéder. Ok. Nous aurons des nouvelles là-dessus. Alors, maintenant, le cas Antonio Tesca. Voilà la photo d'Antonio Tesca. Donc, 1983, donc c'est beaucoup plus récent. C'est un cas classique aussi de contact qui sont liés toujours évidemment à des enlèvements, mais j'ai fait une catégorie à part pour les enlèvements parce que c'est toujours un peu arbitraire de distinguer les contacts et les enlèvements au sens strict du terme. Donc là, cette distinction que j'ai faite est un peu arbitraire, vous le comprendrez. Antonio Nelson Tesca était agent immobilier, vendait des terrains et des fermes dans l'état de Bahia aux habitants de la ville de Chapeco, dans l'état de Santa Catarina. Cette nuit-là, il était allé visiter un client à 10 km de Chapeco. Le client n'était pas chez lui. Tasca décida de repartir en voiture jusqu'à la ville de Barreiros, état de Bahia. Aux alentours de 20 h, Tasca quitte la route bitumée, prend une piste de terre. Il roule 5 minutes. Il voit un objet verdâtre de 10 mètres de long, 3 mètres de haut, qui atterrit devant lui. Il arrête sa voiture à 30 mètres de l'engin. Arrivé à 10 mètres de l'objet, il ressent une vague de chaleur intense. Pris de peur, il s'éloigne avec précaution, faisant toujours face à l'engin, dos à sa voiture. Lorsqu'il touche la poignée, un faisceau lumineux jaillit de l'engin. Ça ressemble à un tapis brillant d'environ 1 mètre de large qui bascule rapidement de la base de l'objet. À présent, le faisceau lumineux se dirigeait vers l'objet et en attirant Tasca sans que celui-ci ait le temps de réagir. Peu après, il perdit connaissance. Donc c'est un faisceau lumineux qui dirige vers lui au niveau du sol et qui prend la forme d'un tapis ou la consistance, l'effet d'un tapis, roulant et qui aspire, qui attire Tasca. À son réveil, Tasca réalise qu'il se trouve dans un environnement différent, plus froid, dans l'obscurité totale. Il ne peut pas bouger les bras, qui semblent collés à son corps. Il n'entendait pas étouffer. Les antiquités pratiquent une sorte d'examen sur la partie supérieure de ses jambes, sous forme de tapotements successifs. Les étrangers communiquent dans un langage inconnu, fait de grognements, tantôt lents, tantôt courts, au timbre variant de l'aigu au grave. Il examine ses genoux, ses jambes, il le conduit dans une autre pièce, il l'allonge sur le sol, la lumière se fait, Tasca constate qu'il est complètement nu, une porte s'ouvre, apparaît une jeune femme d'1,20 m, cheveux clairs, des yeux bleus en amande qui différaient toutefois de ceux des humains, plus écartés, ils atteignaient les bords du visage. La fille tendit la main à la buctée d'un geste de celui amical. Tasca perçut une mélodie qui lui procura une paix profonde, de la joie, de la nostalgie, des sensations relatives à des couleurs. Tasca lui demande « Où sommes-nous » Elle lui répond « Nous sommes dans l'océan, à 180 mètres sous le niveau de la mer. » Alors, c'est Kabbalah, donc la créature avec qui il va avoir une communication. Elle lui fait boire un liquide inodore et incolore. Et ensuite, elle explique qu'il a été choisi pour délivrer un message à ses concitoyens dans le monde entier. Tous deux eurent une relation sexuelle normale et brève. À la fin du rapport, Kabbalah vint se placer devant Tasca, l'informa qu'il serait leur porte-parole pour transmettre un message au peuple de la Terre. Alors, elle fait sortir un casque en pressant sur un bouton qu'elle place sur la tête de Tasca. Avec cela sur votre tête, vous me verrez à nouveau en écoutant le message et il ne sortira plus de votre mémoire. Alors voici le message de Kabbalah. Avertissement du messager Kabbalah du monde d'Agali à tous les peuples de la terre. Nous devons désactiver immédiatement les armes de guerre capables de détruire toute espèce de vie ici-bas. C'est nous devons dans le texte en anglais, j'ai traduit ainsi, peut-être une erreur dans le texte anglais, j'ai pas eu le temps de le demander à Thiago, mais c'est peut-être que ça veut dire vous devez désactiver immédiatement les armes de guerre capable de détruire toute espèce de vie ici-bas. S'ajoutant à toutes ces dévastations effroyables, une guerre nucléaire totale déviera la Terre de sa trajectoire, provoquera de sérieuses perturbations dans la vie des mondes voisins, quelques-uns existant dans des dimensions dont l'homme terrestre n'a pas conscience.
une notion importante. Domination politique, économique et financière de nations sur d'autres nations doit être abolie. L'impérialisme va à l'encontre du droit à l'égalité des peuples et constitue une nouvelle et terrible forme d'asservissement. L'essence de la vie humaine, ses fonctions reproductrices naturelles doivent être préservées. Dans des étoiles proches, qui sont inaccessibles à l'homme d'aujourd'hui, la vie provient du Dieu éternel, éternel, créateur de toutes choses, raison pour laquelle elle ne doit pas faire l'objet d'expériences irresponsables. Celles-ci se termineront par un désastre génétique irréversible. Il est nécessaire à l'homme de conquérir l'autre monde dans l'univers, d'y trouver des endroits appropriés à ses migrations futures. Toutefois, il est préférable qu'il conquiert son propre monde en résolvant les énigmes qui existent encore sur Terre, dans la mer, dans les airs, en préservant les éléments naturels d'importance vitale, en les défendant contre le piratage subtil en provenance de l'étranger. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire par l'étranger? Est-ce qu'elle parle d'autres espèces extraterrestres ou pas? Ou de quoi parle-t-elle? On l'ignore. Et en guérissant les imperfections humaines du corps, de l'esprit et de l'âme. Voilà, ça continue, mais bon, ça va. Voilà. En tant qu'à l'aide de moyens d'énergie quelquefois empruntés, l'homme connaîtra les dimensions concaves, convexes de la Terre, voyagera au plus profond de l'univers, ne ressentira pas le passage du temps. En tant que sublime conquête de la capacité créatrice de l'homme, la machine, la puissance absolue entrera en action, procurera à l'humanité la vision la plus joyeuse, la plus envoûtante de son histoire, la résurrection des morts dans les 4 X. Tasca ne savait pas ce que cela signifiait, 4 X. Voilà. Voilà. Le dossier Tasca, il est ensuite rapatrié, déposé au sol, il subira un examen médical, on trouvera des marques bizarres dans son dos. On a la photo, tu as la photo, voilà, marques bizarres. Le médecin reviendra, il découvrira sur le thorax du patient un cercle de 3 cm de diamètre et consistant en des petites taches rouges. Mais le lendemain, les taches avaient disparu. L'ufologue Walter Buller se rendit à Chapéco, il interrogea Tasca et ses proches. Compte rendu publié dans le bulletin du SBEDV numéro 158. Alors, un dernier cas de ce type, c'est le cas Karan. Donc ici, on a les époux Herminio Reis, Maria Parecida. Alors voyons. Alors, l'expérience débuta la nuit du 12 janvier 1976, aux environs 18 heures. Herminio et Bianca quittaient Rio de Janeiro, où ils habitaient à l'époque, en direction de Belo Horizonte, pour un court voyage. Ils arrivèrent dans l'état de Minas Gerais, décidèrent d'arrêter la voiture sur le bord d'un tronçon d'autoroute. À 23h30, Bianca remarqua une lumière rouge-orange dans le ciel qui ressemblait à un ballon en papier. Après avoir baissé les yeux pour prendre une cigarette, elle perdit de vue la lumière. Peu de temps après, elle observa une lumière intense juste devant la voiture. Herminio était encore endormi. Un engin de grande taille s'approcha. Bianca réveilla son compagnon en criant. Alors, sans qu'il sache comment, l'OVNI aspira la voiture, enlevant aussi le couple. L'engin prit son envol, pénétra dans un vaisseau de plus grande taille. Ils furent conduits dans un endroit où se trouvaient plusieurs fauteuils dans lesquels ils s'assirent. Est-ce qu'on a une photo suivante? Oui, voilà. Des fauteuils assez étranges, voilà, un très très large fauteuil. Et là, c'est l'entité qu'ils vont rencontrer. Les créatures placèrent sur leur tête des casques, de porter des fils reliés à des dispositifs, un appareil destiné à la traduction instantanée. Alors, l'un des êtres se présenta sous le nom de Karan. Karan fut décrit par les témoins comme mesurant 2 mètres, une peau sombre, des cheveux raides et foncés. Ses yeux étaient grands, ronds et verts, sa bouche était proportionnée au corps. Bien que très grand, le corps de Karan était très semblable à celui d'un homme ordinaire, présentant une forte musculature. La créature vêtue d'une combinaison blanche. Alors, la conversation fut le début d'une expérience fascinante qu'avaient vu Herminio et Bianca, sachant que Herminio était un pasteur évangélique. Alors, parmi les informations reçues par le couple, des références claires à la nature spirituelle de l'homme, à l'univers dans lequel nous vivons, d'impressionnants détails sur l'origine de l'humanité furent communiqués aux abductés. Karan aurait déclaré que des civilisations habitant d'autres mondes avaient déjà visité la Terre depuis l'Antiquité. L'être leur dit que notre planète était alors porteuse d'une vie animale et végétale, quoique d'un type
inférieure. Dans l'Antiquité, ça veut peut-être dire dans l'Antiquité de l'histoire de la planète, hein, pas de l'Antiquité gréco-romaine, hein, c'est ce qu'on peut comprendre. C'est ainsi que ces civilisations ont étudié le climat terrestre, ses conditions environnementales, ses caractéristiques géologiques, en concluant que la Terre montrait des conditions favorables pour un processus de colonisation, de même que d'autres mondes qui avaient été visités. La créature a expliqué, alors Bianca demanda pourquoi, si c'était la vérité, les colonisateurs avaient abandonné les humains à leur propre sort. La créature lui aurait expliqué que cela n'était jamais arrivé. Notre présence a toujours été ressentie dans votre monde. Dans tous les âges, nous avons toujours été là, mais à un moment encore inconnu à l'homme de la Terre, pour des raisons que nous n'avons pu empêcher, la lumière de la planète, le Soleil, a émis une puissante décharge d'énergie qui a durement frappé la planète, bloquant les canaux de liaison, de communication avec la Terre, qui fut débranché, resta sans aide cosmique pendant environ 3000 années terrestres. Nos vaisseaux n'étaient pas positionnés pour faire face à cette puissante énergie libérée par la planète de lumière, le Soleil, qui frappa l'atmosphère, endommagea gravement le système de protection de la vie dans votre monde. 2 jours après leur enlèvement, le couple fut déposé à l'intérieur de leur véhicule sur une piste de terre, non loin de l'endroit où tout avait commencé. Donc voilà 3 cas de ce qu'on appelle de contact, qui comprend un enlèvement, mais que je mets ici dans une catégorie contact parce qu'à cause de l'échange culturel, spirituel, philosophique, scientifique qui est contenu. Alors maintenant, je vais... Avant de passer au... Un verre d'eau. Ouais, j'ai tellement parlé, bien sûr. Alors, on va prendre 2 cas de guérison extraterrestre, et puis ensuite on passera au cas dur, au cas sombre, au cas tragique. L'île des crabes et le dossier Colares, bien entendu. 2 cas de guérison extraterrestre, il y en a plusieurs, mais bon, j'en ai cité 2. 1962, le cas Rocco, Porto Alegre. Grave accident de voiture, mystérieux médecin. Ce cas a été rapporté, confirmé par... Alors là, on n'a pas... j'ai pas compris si le témoin... J'ai pas eu le temps de demander cela à Thiago Tighetti, l'auteur. Il y a une capo, Jean, pour ça? Non, on n'a pas de photo. Non. D'accord, ok. C'est en 1962, Porto Alegre, donc on n'a pas de photo pour ce dossier. Ce cas a été rapporté et confirmé par un ancien capitaine de l'armée de l'air, que nous appellerons le capitaine Rocco, qui est actuellement un industriel prospère dans la ville de Canoas, État de Rio Grande do Sul. Alors on suppose que c'est la personne en question qui témoigne de son expérience, mais apparemment la personne aurait gardé son identité confidentielle. Une nuit de 1962, un homme voyageait seul entre Camapa et Porto Alegre lorsqu'au milieu de son voyage, sa voiture subit un impact violent contre quelque chose de solide que le témoin n'a pu voir, qui formait probablement une barrière d'un type particulier et invisible, donc au milieu de la route. La voiture était en pièces, le conducteur sérieusement blessé. Quelque temps après l'accident, un véhicule passa sur la même route, s'arrêta, l'homme aida la victime, l'emmena au premier hôpital à Porto Alegre. Le blessé fut traité en état de choc, en urgence, souffrant de plusieurs fractures. Les docteurs avaient pratiqué plusieurs radiographies du corps, confirmèrent diverses fractures des jambes, des bras, du pelvis, des côtes, posèrent des attelles provisoires, le bandèrent afin de l'immobiliser suffisamment, le mirent sous sédatif, les opérations de correction orthopédique étant prévues pour le lendemain. À l'aube se présenta à l'hôpital où se trouvait notre patient un homme bien habillé, d'aspect avenant et à l'allure d'un médecin, portant une serviette sur le bras. Il se présenta, déclarant être connu de la victime, être son médecin traitant, dit qu'il voulait le voir simplement pour informer sa famille. Il connaissait tous les détails de l'accident, bien que l'incident fût récent, il connaissait le nom du blessé, son âge, l'état du patient et l'emplacement de la chambre. Le portier laissa entrer. Lorsque l'individu se montra à la porte de la chambre de la victime, celle-ci perdit connaissance dès qu'elle vit le médecin. Point d'interrogation. Est-ce qu'il a reconnu pour quelle raison a-t-il perdu connaissance ou par quel effet? Et il n'y eut plus aucun souvenir de ce qui se passa dans la chambre à compter de cet instant jusqu'au moment de son réveil. Ayant repris conscience le matin suivant, à la surprise de ses médecins, des spécialistes, il était tout à fait guéri de façon incompréhensible, sans aucune fracture ou blessure, comme si rien ne lui était arrivé. L'accident
son extrême gravité furent confirmées par les autorités routières qui précisèrent que la voiture était pratiquement irrécupérable et que, autant qu'ils aient pu en juger, quiconque conduisait alors aurait perdu la vie ou pour le moins aurait subi de graves blessures. Voilà le premier cas. Donc on n'a pas plus d'indications, de documentation. Je rappelle au passage que dans le livre, effectivement, on n'a pas de bibliographie. Donc on n'a pas beaucoup de sources spécifiées en note pas de page ou en note fin d'ouvrage. C'est une chose qu'il faut mentionner, mais néanmoins, évidemment, les cas mentionnés sont le fruit de dizaines d'années de recherche par des dizaines et des centaines d'ufologues au Brésil. Deuxième cas de guérison, 1988, une famille revient d'une excursion de quelques jours dans le Pantanal. Le Pantanal, c'est une région de mangrove. Pantanal, ça veut dire mangrove en portugais et en espagnol. Donc ça se trouve, c'est une région de mangrove très très vaste, un parc général qui se trouve dans le Mato Grosso. Ils voyagent avec leur enfant hydrocéphale qui est condamné par les médecins. Sur le trajet du retour, ils sont suivis de nuit par un ovni. Quelques semaines, non quelques mois plus tard, l'enfant mystérieusement est complètement guéri. En 1988, le bureau de Revista UFO à Campo Grande, Mato Grosso, reçut un appel d'une femme qui vivait à Sao Paulo, mariée et mère de 2 enfants. Alors voilà ce qu'elle dit. Quelques mois plus tôt, elle avait fait avec son mari une excursion de plusieurs jours dans le Pantanal pour faire un dernier cadeau à leur enfant hydrocéphale, condamné par les médecins. Il y a un frottement au micro, Patrice, je ne sais pas qui a un bruit de fond sur son micro qui est allumé, ou si c'est toi ou lequel, mais... Je n'entends pas, moi. Oui, ben moi je l'entends, alors moi ça me dérange, ça peut déranger aussi beaucoup les personnes. La famille avait voyagé en voiture jusqu'à Morimba, à 1400 km de Sao Paulo, où ils séjournèrent plusieurs jours avec les 2 enfants, dont l'un frappé d'hydrocéphalie, qui selon le diagnostic des médecins n'avait que quelques jours à vivre. Sur le trajet de retour à hauteur de la ville de Miranda, à 19 h, ils furent suivis de très près, très courte distance, par un ovni qui illumina vivement la route. L'objet est suivi 30 minutes avant de disparaître. De retour à Campo Grande, le couple reprit les consultations à l'hôpital pour leur enfant. Au fil des consultations, une amélioration légère fut constatée, qui se confirma, progressa jusqu'au rétablissement complet. 6 mois plus tard, les médecins furent incapables d'expliquer cette guérison. L'hydrocéphalie était une infection très grave. Et 2 ans s'étaient écoulés depuis la guérison de l'enfant lorsque la mère avait appelé la revue Revista UFO. Voilà, 2 cas de guérison. Alors maintenant, on passe à la troisième partie. Bien, ce sont les cas tragiques ou effrayants, avec blessures, mort d'homme. Donc, le Brésil est connu pour ces dossiers. Ils sont là, donc on va en présenter quelques-uns, mais comme on l'a vu, ce ne sont pas les seuls dossiers de ce. Il n'y a pas que des dossiers de ce cas dans l'ufologie au Brésil, bien entendu. Alors, oui, alors Joao Prestes, il n'est pas dans le PowerPoint, mais ça, c'est un cas des années 40 que je vais présenter brièvement parce que c'est un cas classique. C'est un monsieur qui est mort d'une rencontre brutale avec un faisceau, avec un rayon. Il n'a même pas vu d'ovni, en fait. Ensuite, le cas tragique de Crixas également, c'est un homme qui est mort ensuite sur une route. On va le raconter. Le cas Barroso, c'est un homme dont l'état a été dégradé physiquement et mentalement après son expérience. L'île des Crabes, un des cas les plus connus. Et ensuite Colares, bien sûr. À la fin, je note que le policier Elie Cérez, qui est le policier militaire qui était à Varginha, qui a récupéré l'une des créatures de Varginha, parce qu'il y a plusieurs créatures qui ont été récupérées à Varginha, est mort après avoir été en contact. Voilà, et ça, c'est pas souvent souligné, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie. On en parlera plus tout à l'heure avec le dossier Varginha. Alors, premier cas, le cas tragique, la Joe Alors. La carte n'est pas d'actualité tout de suite. Non. D'accord. Ok. Merci, Patrice. Donc là, Joao Prestes, la mort le 5 mars 1946 de Joao Prestes, résident à Araçariguama, état de Sao Paulo, du fait de brûlures causées par une lumière mystérieuse qui avait prétendument
et qui avait brutalement été attaqué par un disque volant. Ah si, j'ai oublié, il avait quand même vu un disque volant. Alors, l'un des témoins du cas était Arassi Gomide, un ami de la victime, ayant servi comme infirmier des forces armées. Il avait été appelé pour secourir João Prestes, qui avait parcouru 2 kilomètres depuis le lieu de l'incident pour se rendre à la maison d'un de ses proches. Lorsqu'il découvrit l'état physique de son ami, il s'enferma avec lui dans une pièce, lui demanda ce qui était arrivé, qui l'avait brûlé avec de l'eau bouillante. Prestes, parfaitement lucide, répondit « Ce n'est personne, il n'avait pas été brûlé, il ne savait pas ce qui s'était produit ». Il déclara qu'au retour d'une zone de pêche, entrant dans la maison par la fenêtre contre laquelle il s'appuyait, alors qu'il était en train de l'enjamber, une lumière tomba sur lui, l'enveloppa. Il entra par la fenêtre, une fois à l'intérieur, il tomba au sol, perdit connaissance. La visite de M. Gomide à la victime eut lieu 2 heures après l'incident. Prestes était littéralement cuit, comme s'il avait été plongé dans de l'eau bouillante, sa chair se détachant des os. Concernant les brûlures, Gomide insista, ce n'était qu'une analogie, il n'était pas capable d'écrire le phénomène. On appelait ça une brûlure, mais lui qui était infirmier militaire, n'avait pas de terme pour décrire ce qu'il voyait. Donc, João Prestes est mort à 3 heures du matin, 9 heures après l'incident. Il avait été transféré par camion, était mort à Santana do Parnaíba, où il avait été admis à l'hôpital, donc dans l'état de São Paulo. Voilà. Le monsieur est mort 9 heures après avoir été frappé par un rayon. Ça se passe en 1946. Alors, en deuxième cas, très commenté aussi, c'est ce cas de Crichas, 13 août 1967, dans l'état de Goiás, que Patrice nous a montré tout à l'heure. Alors, le contremaître Ignacio de Souza, 41 ans, aperçoit une soucoupe volante au-dessus de la ferme où il vit et travaille. Il tire un coup de feu sur l'un des occupants de l'objet. En retour, il est frappé par un faisceau lumineux qui le laisse sans force. 2 mois plus tard, Ignacio meurt de leucémie. Ignacio de Souza était marié, père de 5 enfants. Alors, le jour où tout est arrivé, Ignacio et sa femme rentraient chez eux en voiture, rentraient chez eux, une ferme située entre Pilar de Goiás et Crichas, dans l'état de Goiás. En arrivant près de leur maison, le couple se rendit compte qu'un objet étrange était posé dans l'allée du garage de la propriété. Au pied de l'engin se trouvaient 3 hommes qui portaient des combinaisons. Maria et moi revenions de Crissas, les êtres étaient là. J'ai pensé que c'était des gens venus nous visiter, mais j'avais un peu peur du type d'avion qu'ils avaient. Il a pensé que l'objet posé dans la propriété était un avion. Il nous ressemblait, si ce n'est qu'ils paraissaient sauves et plaisantaient, jouaient comme des enfants, mais en silence. Lorsqu'ils nous virent, ils pointèrent leurs doigts vers nous et se mirent à courir vers nous. J'ai crié à ma femme de courir vers la maison. Puisque j'avais un fusil, j'ai tiré sur celui qui se trouvait le plus près. À ce moment, une lumière verte, comme un flash, a été émise par l'avion et m'a frappé à la poitrine sur le côté gauche. Je suis tombé sur le sol. Ma femme a couru vers moi, a pris le fusil, mais les hommes étaient déjà de retour dans l'avion qui a décollé à la verticale à grande vitesse, mettant un bruit semblable à un bourdonnement d'abeilles. Le propriétaire de la ferme arriva 3 jours après l'incident, trouva Ignacio malade. Voici ce qu'il dit. Je suis arrivé à la ferme 3 jours après l'incident. À ma descente d'avion, la femme d'Ignacio m'attendait, m'a appris qu'il était malade. C'était un homme vigoureux qui ne tombait jamais malade. Je me rendis chez lui. Le voyant allongé, je lui dis énergiquement « Qu'est-ce que tu as, mon garçon ?» Il me répondit alors « Patron, j'ai tué un homme. » Je fus surpris, lui demandai « Comment tu peux faire cela ?» Il me fit un récit détaillé de ce qui était arrivé, pensant que les hommes voulaient enlever sa famille. Donc, le premier et le deuxième jour, il souffrit de nausées, de frissons, d'engourdissements. Le médecin confirma l'existence d'une brûlure circulaire de 15 cm de diamètre sur le côté gauche du torse, presque à l'épaule. Dans les jours qui suivirent, l'état de santé d'Ignacio se dégrada continuellement. Il était couvert de taches de couleur jaune-blanche, la taille d'un clou. Il éprouvait une douleur terrible. Lorsqu'il mourut le 11 octobre 1967, il était très maigre. Au milieu de son agonie, Ignacio recommanda que sa femme brûle son matelas, son lit, ses affaires après sa mort. Alors, une observation de l'auteur. Le cas Crissas révèle le danger latent lors d'un contact rapproché. Alors, le point de vue de Tadio Kitiketi, c'est que Ignacio souffrait probablement d'une leucémie avant sa rencontre rapprochée. Son exposition à l'énergie émise par l'objet a accéléré le processus, avec pour résultat sa mort 60 jours plus tard. Et Thiago dit encore, ce n'est pas seulement un faisceau émis par l'objet qui a pu nuire à ce point à la santé du témoin. Voilà, c'est une hypothèse qu'il faut prendre en compte.
Cas suivant, le cas Barroso. Alors là, on a une diapo, si je ne me trompe pas. Oui, Attends. suivant, oui. Voilà. Oui, ça c'était Chryssas, oui, c'était une représentation. Non, c'est marqué le cas Barroso. Oui, ça c'est le cas Après encore. Non, non, c'est là, cas Ouais. Barroso, voilà. Alors, le témoin fut frappé au visage par un faisceau lumineux, là encore. Par la suite, il fit l'expérience d'un processus de régression physique et mentale. Voilà. Alors, 3 avril 1976, plusieurs habitants de la ville de Kishada, dans l'état du Ceará, observèrent l'apparition d'un ovni au-dessus de la ville. Environ 4h30, alors que les tireurs d'élite prenaient part à une séance d'éducation physique, ils furent témoins de l'apparition d'un grand objet de forme discoïdale qui planait à quelques mètres de hauteur. En silence, en plus grand silence. Au même moment, un homme du nom de Luis Barroso, dans une autre partie de la ville, se préparait à se rendre sur sa propriété, qu'à quelques kilomètres de la ville. Il attela sa carriole, dit au revoir à sa femme, alors qu'il faisait encore nuit. Après avoir parcouru quelques kilomètres, Barroso entendit un bourdonnement semblable à un essaim d'abeilles. Soudain, un objet volant d'environ 3 mètres de diamètre se positionna au-dessus de lui, à 30 mètres de distance. Son animal recula, semblant effrayé. L'appareil émit un faisceau de lumière qui frappa l'animal et son propriétaire, lequel fut paralysé immédiatement. Sur l'appareil, les portes s'ouvrirent, sortirent 2 petits êtres. L'un d'eux tenait un objet ressemblant à une lampe de poche. Il visa et envoya un faisceau de lumière qui frappa Barroso au visage. Ce dernier perdit connaissance. En revenant à lui, il réalisa qu'il était loin de l'endroit où la carriole s'était arrêtée. Il se sentait étourdi, tremblant, une brûlure au visage, difficulté à respirer, fort mal de tête. Alors, peu après, quelqu'un est venu à son secours. C'est le Covid. Se sentant encore indisposé, il demanda à sa femme de l'emmener afin d'être examiné par le docteur Antonio Moreira Magalhães, l'un des médecins respectés de la ville. Ce dernier écouta attentivement le récit de Louis, et bien qu'il ne crut pas aux soucoupes volantes, il pensa que quelque chose de très grave était arrivé. Une fois rentré chez lui, le témoin se sentait toujours malade, avec des douleurs constantes. Ses yeux le brûlaient, le côté gauche était irrité. Les récits concernant son observation parvinrent à la capitale, Fortaleza, où les radios et les journaux diffusèrent l'incident. Des ufologues se déplacèrent. Ils trouvèrent un Luis Barroso nerveux qui tenta d'éviter les interviews. Quelques jours après la rencontre, ses cheveux devinrent gris, il devint impuissant, son souffle devint court. Sa famille amena Barroso à un nouveau rendez-vous, le docteur Magalhães, qui envoya le patient à la capitale, à Fortaleza. Là, il fut traité par 16 spécialistes dans un hôpital psychiatrique. Ils ne purent pas poser de diagnostic. On lui proposa des séances d'hypnose régressive, mais ils ne trouvèrent aucun spécialiste disposé à pratiquer la séance. Donc le docteur Magalhães a suivi la santé de Barroso, puisque l'hôpital ne pouvait rien pour lui. Il constata la dégradation de son état, une accumulation d'eau dans le corps, l'apparition d'œdème, la progression de perte de mémoire, une perte des facultés motrices. Alors, Barroso montrait une régression irréversible de ses fonctions mentales. Avec le temps, il en vint à se comporter comme un enfant. À la fin de sa vie, en 1993, il ne prononçait plus que 3 mots, maman, donne et peur. Il prononçait toujours le mot peur, le dernier mot, lorsque quelqu'un prenait une photo au flash, mettant en évidence un type de traumatisme relatif à une lumière forte ou intense. Ce qui suggère, de la part de l'auteur, évidemment, que le traumatisme était lié à son expérience de rencontre avec l'OVNI et ses occupants. Luis Barroso est décédé le 1er avril 1993. Alors, on va passer à l'île des Crabes. L'île des Crabes, donc 25 avril 1977. Donc vous avez une photo ici. Vous voyez l'Américain Bob Pratt sur la photo. C'est une photo de l'Américain Bob Pratt, qui est l'auteur du livre en français Contact OVNI Danger, que beaucoup d'entre nous connaissent. Bob Pratt a séjourné, résidé longtemps au Brésil. Il a fait de nombreuses enquêtes sur les cas ufologiques au Brésil, dont l'île des Crabes, également le dossier Colares, également le dossier Ubatuba. Et donc là, il se trouve sur le bateau même sur lequel a eu le terrible, tragique incident de l'île des Crabes. Quand je dis tragique, croyez-moi, on pèse les mots parce que vous allez le comprendre très vite. Donc, dans la nuit du 25 avril 1977 au matin 26 avril, voilà les photos de victimes, dans l'état de Maranhão, près de Belém, 700 km environ au sud de la Guyane française. Alors, Patrice,
Est-ce qu'on a une carte? Oui. On prend une carte. Le site précis est l'île du Crabe, Ilha do Caranguejo. Voilà. C'est dans l'état de Maranhão. Ouais. Voilà. Près d'une grande ville qui s'appelle, je crois, San Luis. Ouais. São Luís, oui, oui, bien sûr. Et Belém est un peu plus au nord. Belém, c'est là, ici, juste là, à côté de Colares. Ouais. Et oui. Donc, plus au nord, évidemment, il y a la Guyane française, hein, et C'est pas Suriname. très très loin, la Guyane française. Dans l'extrémité nord de la photo, on est presque dans la Guyane française. Ouais. Voilà, donc effectivement. Et le site du dossier Colares, effectivement, se trouve sur la côte, hein, effectivement, là où on voit. Donc c'est marqué Bahia de Marajo. Voilà, Voilà, à peu près par là. donc c'est pas Là. loin de l'île des Ouais. Crabes, effectivement, enfin quelques centaines de kilomètres, bien évidemment. Alors, dans la nuit du 25 avril 1977 au matin du 26 avril, dans l'état de Maranhão, près de Belém, c'est à 700 km environ de la Guyane française, en longeant la côte. Le site précis, l'île du Crabe, qui se trouve dans la baie de San Marcos, devant le port de San Luis. Le cas impliquait 4 pêcheurs de l'état de Maranhão. La rencontre entraîna la mort de l'un d'eux. 2 autres pêcheurs furent gravement blessés. Ce cas reste inexpliqué 40 ans après les faits. José, le jeune pêcheur qui perdit la vie d'un arrêt cardiaque de cause inconnue, était âgé de 22 ans. Alors, on a eu la photo du bateau. Alors, José Souza et 3 autres hommes étaient partis de São Luís do Maranhão. Non, là, on est avec le dossier Colares, donc remonte avec la photo du bateau, c'est mieux. Au moins, on a une petite vue sur le lieu du crime ou le lieu du drame, exactement. Disons, José Souza et 3 autres hommes étaient partis de São Luís de Maranhão pour l'île du Crabe, située à 25 km au sud, dans la baie de San Marcos, à bord d'un vieux bateau corrodé. Ils y arrivèrent en début d'après-midi, jetèrent l'ancre, passèrent le reste de l'après-midi à couper des arbres. Ils prévoyaient de vendre des poteaux de bois destinés à des constructions courantes. Avec José se trouvaient 2 de ses frères, Apolinario, 31 ans, Firmino, 38 ans, et un cousin, Oleriano, 36 ans. Ils travaillent toute l'après-midi à couper et empiler les rondins. Ils arrêtent leur travail à 18 h, au moment où le soleil décline. Région tropicale, hein, vous le savez, à 18 h, il fait nuit. La marée était basse, le bateau était à l'ancre, dans la boue d'un ruisseau à sec. Ils continuent à bavarder jusqu'à 20 h et vont se coucher à l'intérieur du bateau. Les hommes avaient prévu de se réveiller aux alentours de minuit avec la marée montante, de hisser les rondins sur le bateau et retourner à San Luis en profitant de la marée. José, Apolinario, Aurelio avaient déjà fait ce voyage une centaine de fois auparavant, s'étaient toujours réveillés avec la marée, donc à minuit. Au lieu de se réveiller à minuit, ils ne se réveilleront qu'à 5 h, au lever du soleil. Apolinario, qui avait dormi sur une carpette sur le sol de la cabine, entendit Oleriano crier au secours à la proue du bateau. À la proue. Il fut surpris car Oleriano était allé se coucher à la poupe, dans un hamac, à plus d'1 mètre derrière la carpette d'Apolinario. En trébuchant, il se courba pour passer sous l'autre hamac où José avait dormi. Il vit Oleriano donc gissant donc à la proue dans plusieurs centimètres d'eau à l'intérieur de la coque. Apolinario aida Oleriano à sortir et à monter sur le pont. Et Isaac, ce dernier, était brûlé aux 2 épaules. Apolinario se mit à préparer du thé pour Oleriano. Entendu quelqu'un gémir à l'arrière du bateau. Il descendit, se baissa, passait de nouveau sous le hamac de José, vit Firmino gisant sous le hamac d'Aureliano. Alors, ce fut une deuxième surprise, car Firmino était allé dormir, lui, à la proue. Et là, il se retrouve à la poupe. Donc, les deux ont été interchangés leur position dans le bateau. Alors, il examina Firmino, était brûlé et gonflé, la peau était en lambeaux. Donc, la photo de Firmino. Firmino, donc là, c'est à droite, c'est l'hôpital, et à gauche, c'est quelques années plus tard. Il était restauré, mais il avait beaucoup maigri. Effrayé, Apolinario courut jusqu'au hamac pour obtenir de l'aide. Aussitôt qu'il lui touchait, il réalisa que José était mort. Il n'y avait aucun médicament ni trousse de première urgence sur le bateau pour venir en aide à Firmino et Oleriano. La marée était basse, le bateau était nouveau envasé, donc il dut attendre la prochaine marée pendant plus de 8 heures. Donc il est resté avec 2 malades, 2 blessés graves et un mort sur le bateau pendant 8 heures. Et aux environs de 14 heures, il commença à diriger le bateau vers San Luis. Le soleil se couchait lorsqu'ils atteignirent Porto do Itaqui, près de São Luis. Il dut marcher encore 10 km jusqu'à São Luis et raconter à la police ce qui était arrivé.
La police arriva au bateau à 1 h du matin. Le corps de José fut emmené à l'Institut médico-légal. Firmino resta dans le coma pendant 1 semaine, dut passer 1 mois à l'hôpital. Brûlure au second degré. Les muscles du bras présentaient de graves lésions. Les doigts de la main gauche restèrent contractés de façon chronique. On ne pratiqua pas d'autopsie sur le corps de José. La ville de São Luís est située près de l'équateur. Après être resté 24 heures au soleil, le corps était en état de décomposition avancée. Le médecin qui l'examina à l'Institut médico-légal écrivit qu'on ne constata aucune coupure ou ecchymose. Le certificat de décès déclare que José avait subi une crise cardiaque causée par une hypertension artérielle, conséquence d'un choc émotionnel. En fait, il n'y a aucune blessure sur le corps de José. Là, c'est Firmino qui s'est bien restauré quelques mois plus tard. Mais José est mort sans aucune blessure et le médecin attribue la mort à un choc émotionnel. La police fut incapable de déterminer ce qui était survenu sur l'île de Crabe. La police ne trouva aucun signe de feu sur le bateau ou sur l'île. Aucun des 3 hommes ne se souvenait du moindre détail de cette nuit-là, même sous hypnose profonde. Une brûlure devait provoquer l'une des plus terribles douleurs qu'on puisse endurer, mais mes 2 hommes furent gravement brûlés avant minuit et aucun d'eux ne savait quoi que ce soit sur l'accident. En dépit de l'attention qu'il reçut de la part des médias, le cas de l'île du Crabe n'a pas été diffusé à l'extérieur de São Luís. Alors, hypothèse de la foudre, hypothèse remise par quelques scientifiques et certains médecins. Alors, l'un d'eux, le docteur José Oliveira, Firmino avait de nombreuses brûlures au 3e degré et aurait pu mourir. À mon avis, c'est la foudre. Mais d'un autre côté, un éclair aurait causé des dommages, des brûlures sur le bateau. Et en plus, l'homme qui est mort aurait dû être brûlé lui aussi. Donc, le médecin pense que c'est éventuellement la foudre, mais il trouve une incohérence. Le bateau n'a pas été brûlé et José, la 4e personne, n'a pas été brûlé. Et par contre, il est mort. Quant à la brûlure sur les fesses d'Aureliano, le médecin déclare « Probablement, s'il avait été frappé par la foudre, ses vêtements auraient aussi été brûlés. » Or, les vêtements d'Aureliano et d'Apolinario étaient intacts. Alors, Clésio Muniz, l'enquêteur judiciaire en chef, fut en total désaccord avec l'hypothèse de la foudre, de même que le sergent Costa, météorologue de l'armée de l'air. Les enregistrements de la station météo indiquent qu'il n'y a eu aucun orage ou éclair entre 17 h le 25 avril et 18 h le 26. Il tomba une pluie fine à 23 h, une autre averse à minuit, mais la nuit fut claire et calme. Alors, il serait impossible pour un éclair de tomber, heurter le sable, rebondir, partir de côté, frapper le bateau. Cela n'arrive pas. Si on était ainsi, le coup de foudre aurait aussi brûlé la toile. Il n'aurait pas frappé 2 ou 3 hommes en même temps, car leur position dans le bateau était très différente. Pour faire cela, un coup de foudre aurait besoin d'être sinueux comme un sentier. Par ailleurs, il est improbable que la foudre ait tué un homme sans le brûler. Il n'est tout simplement pas possible à un coup de foudre de brûler 2 hommes, d'en tuer un 3e sans laisser de trace sur son corps, a déclaré le sergent Costa. Il signale aussi que le bateau n'a pas été brûlé, n'a pas été frappé. Natalino Filho, directeur de la station météo, déclara que l'éclair aurait pu tomber dans l'eau et passer à travers elle jusqu'au bateau, puisque l'eau est un bon conducteur d'électricité. Mais si c'est ce qui était arrivé, Apolinario serait mort, puisqu'il était étendu sur le sol à l'endroit le plus proche de l'eau. Celui qui était à la proue, donc, est dans une flaque d'eau. Il n'y avait absolument aucune brûlure sur le bateau, je l'ai inspecté personnellement, et c'est un mystère infernal. Ensuite, alors, séance d'hypnose. Alors, le docteur Lago passa 16 heures avec les 3 hommes, 6 à parler à chacun individuellement, et sujet de leur vie, de ce qui était arrivé sur l'île du Crabe, et 10 autres heures à pratiquer des séances individuelles d'hypnose. Ils étaient convaincus que les hommes disaient la vérité, mais ils n'avaient aucun indice sur ce qui était survenu cette nuit-là. Alors, un cas très étrange et compliqué, a-t-il dit. Il est possible que, avant ou après l'expérience, ils aient subi une sorte d'hypnose très profonde qui les a préparés à ne se rappeler de rien après coup. Alors, ce qui a infligé le blocage mental était beaucoup plus puissant que la douleur de voir son frère mort. C'est très étrange, a déclaré l'hypnotiseur. Un autre aspect du mystère est le fait qu'Aureliano soit allé dormir à l'arrière du bateau, se soit réveillé à l'avant, alors que Firmino, qui dormait à l'avant, a été retrouvé à l'arrière, près du hamac.
Aucun des hommes ne se rappelait avoir changé de place au milieu de la nuit. Ok. Voilà. On Bon, passe au cas suivant. les hommes ont récupéré par la suite. Il y a eu suite, il y a eu un autre cas sur l'île du Crabe avec mort d'homme quelques années plus tard. Colares 1970, oui, mais je ne vais pas le développer parce que Colares 1977, état de Maranhão. Donc les articles faisant état d'observation de lumière étaient courants et à présent les mêmes faits commençaient à se produire du côté de l'état de Pará. Ces objets descendaient du ciel, paralysaient les gens et selon les rumeurs, prélevaient des choses au moyen de rayons lumineux. La croyance populaire naissante faisait mention de sang. Donc ici on a un blessé, on a une personne, donc une femme, et on voit que le médecin ou l'infirmier touche au-dessus du sein, donc sur la poitrine femme, effectivement, c'est souvent à cet endroit-là, au-dessus du sein, qu'on trouve des taches et également des points ou des orifices, des perforations. L'enquêteur Daniel Guise, auteur du livre Vampires extraterrestres en Amazonie. Là, le titre est traduit, mais c'est un titre oublié en portugais, brésilien, a étudié en profondeur la vague des observations en 1977 en Amazonie. Alors, on divise le cas en deux étapes. Je n'ai pas présenté encore le dossier Colares. Bon. Alors, en premier lieu, la phase Gurupi survenue dans les municipalités autour de Gurupi, et ensuite la période durant laquelle le foyer semble être la baie du Soleil dans le Pará, près de Belém. Donc là, on est baie du Soleil, Pará, près de Belém, on est autour de Colares. Donc, on va commencer à vous décrire. La plupart des victimes du phénomène rapportaient que lorsqu'elles étaient frappées par un éclair en provenance des ovnis, elles éprouvaient une sensation graduelle de paralysie dans les membres, suivie d'une chaleur intense et un évanouissement. En plus de la brûlure semi-sphérique ou ovale observée, il y avait habituellement au moins 2 petits orifices dans la peau, comme fait par des aiguilles. C'est ce qui a été observé dans le cas de la jeune femme. Bientôt, l'action de ces objets commença à s'intensifier vers la capitale du Pará, qui est Belém, les choses se calmant dans le Maranhão. L'ufologue Daniel Rigis présente lui aussi dans son livre les résultats de ses recherches sur le cas de l'île du Crabe. Donc, il a étudié l'île du Crabe et le cas Colares. Aux yeux de quelques chercheurs, le cas de l'île du Crabe allait marquer le début de la vague d'observation. Donc, on est en 1977. Et donc, certains chercheurs associent l'épisode de l'île du Crabe qu'on vient d'observer à l'épisode qu'on appelle Colares, qui concerne un grand nombre de municipalités, de petites communes dans l'état du Pará et dans l'état du Maranhão. Et donc, l'incident de l'île du Crabe serait un essai, un cas fait précurseur qui annonce les cas postérieurs. Donc, bientôt, l'action de ces objets commença à s'intensifier vers la capitale du Pará, les choses se calmant dans le Maranhão. Alors, en août 1977, des ovnis commencent à voler dans les cieux de l'état de Pará, au moment même où les observations commencent à diminuer sur la rive sud de la rivière Gurupi, donc ça c'est ce qu'on vient de dire. L'une des municipalités les plus concernées fut Vigia de Nazaré. Compte tenu de la situation, des mesures requises, le général de brigade Protásio Lopes Oliveira, commandant du premier commandant aérien régional, créa en septembre de la même année un projet confidentiel pour enquêter sur les phénomènes en cours, qui fut dénommé ultérieurement Opération Prato. Les militaires montèrent un camp sur l'île de Colares. Alors effectivement, cette photo, ici, eh bien, ce sont des photos qui ont été prises dans le cours d'Opération Prato. C'est un détachement de militaires avec un chef qui s'appelle monsieur le capitaine Rolanda Lima, dont on va parler dans une minute. Et là, ces photos que tu vois sont des photos des archives militaires qui ont été déclassifiées à partir de... Dans certains ont été classifiés à partir de 2009. Donc, c'est des archives militaires faites par le service A2, qui était le service de renseignement militaire. Donc, c'était des unités du A2, du renseignement militaire, qui étaient avec le capitaine, je crois qu'il était capitaine à l'époque, Rolanda Lima, et qui sont restés de longues semaines et des mois dans la région de Colares, l'île de Colares. On a déjà eu la photo, donc les gens voient où c'est, le Pará, donc c'est sur la côte, c'est pas loin, c'est tout près, c'est de l'embouchure de la rivière et tout près donc de l'océan Atlantique.
Des objets volants survolaient les côtes, les rivières de la région, pourchassant les habitants, surtout ceux qui osaient s'aventurer à l'extérieur au cours de la nuit. La situation avait atteint les zones urbaines. Aucun endroit n'était sûr. Les rayons redoutés, dont on prétendait qu'ils suçaient le sang de leurs victimes, s'en prenaient aux personnes à l'intérieur des habitations. La croyance populaire était qu'une petite ouverture dans le toit ou une lézarde était suffisante pour que le phénomène parvienne à ses fins. Les gens abandonnaient leur travail, les écoles commençaient à se vider. C'était souvent des petites boules, hein. Là, c'est pas rapporté, mais c'est des petites boules de 10 à 20 cm de diamètre qui étaient capables de rentrer dans les maisons par une ouverture et de frapper, de piquer donc les individus. Les victimes avaient été soignées par le docteur Velaide sur l'île Colares, docteur Velaide tenait une antenne sanitaire à Colares. Les cas commencèrent à se multiplier. L'antenne sanitaire reçut des patients venus d'autres endroits qui présentaient les mêmes brûlures. Les hommes du A2, donc le service de renseignement militaire, rendaient chaque jour visite aux médecins afin de connaître le nombre de nouveaux cas déclarés. Les brûlures étaient fort impressionnantes selon les médecins, voici ce qu'elle dit. C'était comme si quelque chose de brûlant avait été posé sur la peau de ces gens. Les brûlures étaient étirées, et l'une des choses les plus surprenantes était qu'elles se nécrosaient immédiatement. Si cela survenait de nuit, au matin, elles étaient déjà noircies. Or, toute brûlure a besoin de plus de 90 heures pour subir cet effet. Donc, dans ce cas, les brûlures se nécrosaient immédiatement, ce qui était très étonnant pour le médecin. Un militaire opposé à la censure sur l'affaire et qui faisait partie du A2 a pu transmettre en dehors de la structure militaire non seulement des exemplaires des rapports de mission rédigés pendant les événements, mais aussi des photos et des films obtenus pendant les expériences de contact. Quelques-unes de ces photos, de ces pièces ont été publiées en 1985 par Revista UFO, donc près de 8 ans quand même après les faits. La ville de Colares vit dans un état d'hystérie collective. Ses habitants, traumatisés par l'observation de lumières mystérieuses d'origine inconnue, ne dorment pas, ne pêchent pas, la principale activité de la population. Par-dessus tout, ça donne la boisson, dépensant leurs maigres ressources en feux d'artifice et en bouteilles. Ça, c'est un élément du rapport des militaires du A2. Donc là, c'est un rapport tout simplement de contrôle de la population. Est-ce que les gens sont sous contrôle ou est-ce que c'est l'hystérie? Ça ne concerne pas spécifiquement les phénomènes en question. Quelques semaines après le début des missions du A2 au Para, donc du renseignement militaire, le capitaine Holanda Lima revint à Belém en provenance de Brasilia. Et donc, il cumulait des postes importants au sein du premier commandement aérien régional et chef de l'intendance du service des opérations de renseignement, le service A2. Il était coordinateur des opérations spéciales en jungle et du service de recherche sauvetage par parachute. Holanda jouissait de la confiance totale du commandement et fut désigné pour approfondir cette affaire, reçut le premier rapport des équipes du A2 et la mission de poursuivre les investigations. Il raconta son histoire à l'ufologue Marco Antonio Petit et à Agi Guevara 20 ans plus tard, en 1997, quelques mois avant sa mort. Sa décision de divulguer ouvertement les événements survenu après sa prise en charge des investigations, allait changer le cours de l'ufologie brésilienne. Donc le rôle important de Holanda Lima, qui a divulgué énormément de choses sur le cas Colares et l'opération Prato. Alors initialement, Holanda avait un rôle de, je dirais, débunker, pour ne pas choisir un mot français, parce que pendant les premières semaines de sa mission, puis son point de vue a changé. Au début, il donnait un rapport régulièrement au général responsable du service de renseignement en disant que donc il n'avait rien trouvé d'anormal, pas de soucoupe volante, pas d'extraterrestre. Ça a duré plusieurs semaines. Et puis son point de vue a changé à un moment donné. Durant l'une des missions, après avoir atterri en hélicoptère à Imbituba, une des villes affectées par le phénomène, Holanda alla à Colares pour auditionner un autre témoin. Il s'agissait d'une femme qui avait été brûlée par l'éclair provenant d'un des objets. Le fait est survenu alors qu'elle se trouvait dans un hamac à son domicile, aidant un enfant à s'endormir. Elle remarqua que la température avait commencé à s'élever. L'une des tuiles du toit se mit à rougir jusqu'à disparaître, devenant semblable à du verre. C'est un phénomène qui est souvent observé. La chaleur émise par le rayon, par l'objet, met en incandescence le matériau qui devient transparent comme du verre. Au cours de ce phénomène, elle fut frappée par un faisceau de lumière verte qu'elle laissa à moitié endormie.
puis par un rayon rouge qu'il atteignit au sein gauche, laissant une marque de brûlure qu'Holanda a pu examiner. Donc une première expérience forte pour Holanda. Pourtant, ce furent ces expériences ultérieures avec le phénomène des expériences de plus en plus objectives qui amenèrent le militaire à la conviction qu'il était confronté à quelque chose de surprenant et d'inexpliqué, en l'occurrence des manifestations d'objets contrôlés par une intelligence dotée d'une haute technologie. Alors, le commandant de l'opération Prato se trouvait avec ses agents dans la baie du Soleil, sur l'île du Moustique, lorsqu'une lumière avec l'apparence d'un arc de soudure électrique arriva du nord. Après être resté immobile au-dessus de lui et de son groupe, la lumière fit demi-tour et disparut. L'engin mit une lumière intense de couleur bleuâtre. Les militaires se tournèrent vers leur chef, demandèrent « Et maintenant, chef, où en sommes-nous » Donc, faisant référence à cette histoire dans sa déposition, donc auprès des ufologues Antonio Petit et Gewart, Hollanda admit que les agents avaient toujours eu raison. Ils étaient arrivés plus tôt que moi dans l'opération, ils avaient observé des choses que je n'avais pas vues. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien observé qui m'eût convaincu. Donc effectivement, les photos qu'on voit, ce sont certains des objets qui ont été décrits, qui ont été étudiés. Ce sont des rapports militaires, des rapports d'ufologues. À gauche, ce sont des dessins qui sont dans ces rapports officiels. Et à droite, c'est une reconstitution donc numérique, informatique évidemment, dans laquelle on voit effectivement. À gauche, on voit un peu le déplacement. Je ne sais pas si c'est assez clair. On voit le déplacement de l'objet, une sorte de déplacement erratique. Il peut se déplacer. Oui, on peut l'imaginer, oui. Dans toutes les positions, on peut même s'inverser, puisqu'on voit que la partie inférieure se retourne. Bref. Et j'en profite pour dire que la conférence dure depuis 1h30. Ah oui, déjà 1h30 ? Oui. 21h35. Oh là là, j'ai pas vu le temps passer. Donc voilà, tu fais comme tu le sens, mais il faut peut-être pas aller trop loin. Voilà. D'accord. Bon, alors, voilà, on a déjà dit beaucoup sur le cas Hollanda, sur le cas Colares. Il y a beaucoup à dire. Comme je disais tout à l'heure, un autre cas tragique, c'est à propos de Varginante, on va parler maintenant, que Elie Serrez, une des personnes concernées, est mort pendant la récupération. Alors, donc, écoute, on va laisser... Margina Oui, on va laisser les cas d'enlèvement parce que... Il y en a des assez pittoresques, je dois dire. Oui. Des cas d'enlèvement, je vais quand même en donner un. Le cas de Beth et Déborah, 14 juin 1986, c'est la diapo 49. Alors, Oui, celui-là. C'est Voilà, celui-là, celui-là. d'accord. Oui. 14 juin 86, district de Villa Matilde, Sao Paulo. Les deux cousines, Beth et Déborah. Beth a 22 ans, Déborah a 16 ans. Donc, Sao Paulo avait l'habitude d'aller en discothèque. Donc, ce soir-là, un ami devait les raccompagner régulièrement. Ce soir, il n'est pas là, donc elle rentre en bus à 23h30. Une fois dans le bus, elle remarque un objet lumineux de couleur rougeâtre qui semble suivre le bus. Bon. Elles descendent à leur arrêt, elles voient un objet discoïdal qui plane sur un terrain de football voisin. Elles rentrent chez elles, se mettent au lit. Avec le temps, elles font des rêves impliquant des êtres d'aspect bizarre aux grands yeux noirs. Elles se mettent à la recherche d'un ufologue pour savoir ce qui pouvait provoquer ces souvenirs. Betty fut hypnotisée le 27 avril 91, donc c'est quand même 5 ans après, par Mario Rangel, qui est un ufologue connu au Brésil, qui écrit plus tard le livre « Enlèvement extraterrestre, enquête sur les ovnis avant et sans l'hypnose ». Donc, en portugais, bien sûr. Je crois qu'il a été traduit en anglais, je ne suis pas sûr. Le titre, c'est Sequestros alienígenas. Alors, voici ce qu'il dit. J'ai débuté la régression jusqu'au moment où Betty a vécu de nouveau les faits de la nuit en question. Elle répéta qu'avant d'arriver à la maison de sa cousine, elle avait une sphère planant à faible hauteur, ce qui les poussa à marcher dans cette direction. De manière inexplicable, une silhouette apparut sur le sol. Betty ne fut plus capable de penser correctement. L'être bizarre fit un geste. Il mesurait 1m30, était laid, ressemblait à un gros insecte avec une grosse tête chauve, des bras longs et fins. Il portait une espèce de combinaison de couleur vert mousse. Ses yeux étaient très grands et sombres, ses mains étaient très laides, dans un mélange bizarre de brun, de gris, de vert, pourvu de 4 doigts, presque de la même taille et sans pouces. Alors, continuant à se rappeler l'épisode, Betty déclara que, contrainte par une force inconnue, s'était dirigée vers un cylindre lumineux qui aspira Déborah à l'intérieur du vaisseau, puis elle-même, et enfin l'être en question.
Betty fut amenée par 3 créatures d'une pièce voisine, fut allongée sur un petit lit, une créature se tenait sur un côté de sa tête, deux autres, un bracelet fut attaché à son poignet. Alors, donc un objet a été inséré dans sa narine. Des années plus tard, en lisant l'ouvrage Enlèvement, rencontre des humains avec des extraterrestres de John Mack, premier livre qui a été traduit en français de John Mack, Mario Rangel y trouva des dessins réalisés sous hypnose qui reposaient exactement le même instrument décrit par Betty. Donc, l'une des créatures tenait dans sa main un tube fin et transparent et translucide muni d'un crochet à l'extrémité qui agrippait un très petit objet ovale. Donc, l'objet fut inséré dans sa narine. Betty visionna à l'intérieur de son crâne sur un écran, suivit le tube jusqu'à sa nuque. Lorsque l'instrument ressortit, Betty remarqua que le petit objet de forme ovale, avec une extrémité semblable à un cristal, n'était plus fixé au crochet. Sous hypnose, elle dessina ce qu'elle avait vu à l'écran. L'enquêteur Rangel pense que l'instrument était un porte-implant. Plus tard, elle fut reconduite près du cylindre, et la vague impression qu'à ce moment, l'ordre ne se rappelait de rien. À aucun moment, les aides ne lui parlèrent, ils ne lui montrèrent aucune émotion, mais il la regardait en profondeur, ce qu'elle ressentit, comme s'il pénétrait en elle. À la fin, l'une des créatures s'approcha des cousines et les fixa dans les yeux sans leur parler. Là, c'est une procédure que l'on trouve très bien décrite dans les livres de David Jacobs, entre autres dans Il marche parmi nous, la procédure qu'il appelle le staring, contrôle mental par le staring, c'est-à-dire les yeux de l'extraterrestre qui plongent dans les yeux, qui prennent un contrôle total de l'abducté. Un moment après, ils étaient de nouveau sur le terrain de football, ne sachant pas comment elles étaient redescendues. Voilà. Bon, ben voilà, le cas Virginia, je ne l'ai pas présenté. On en parlera peut-être dans le débat. Hein. C'est un cas classique. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup à dire. Je ne vais pas faire trop long, parce que déjà, c'est beaucoup, 1 heure et demie. Voilà, Patrice préfère m'arrêter pour l'instant. D'accord. Eh ben, écoute, je te remercie parce que ça fait un exposé assez long et très dense, beaucoup très détaillé. Cas de Varginha, bah, peut-être qu'on pourra en parler, oui, quand même. C'est quand Oui, même assez emblématique c'est le cas le brésilien, je pense, le plus connu mondialement, mais peut-être que parmi nos auditeurs, tout le monde ne le connaît pas. Donc, je crois que ça euh, serait assez bon de le résumer, mais très rapidement, sans entrer dans les détails bibliographiques fins, dire ce qui s'est oui. passé, quoi. Il y a À le la cas, fois, à la fois l'enlèvement et puis le crash, parce qu'il y a des deux, je crois. oui, bien sûr, mais ce qu'il y a, c'est que le cas du Batouba est très très important aussi. Non, mais Le cas du parlons de Batouba, Varginha, parlons de Virginia, oui. ouais, en 2 mots. En 2 mots, eh bien, Virginia, ça passe en 96, hein, donc le Minas Gerais, donc on a vu la carte, c'est pas loin de Sao Paulo. C'est à l'intérieur des terres. C'est la semaine du 13 au 20. Tu veux pas nous montrer la carte? Oui, alors la Euh, carte, du elle est 13 au 20 janvier. elle est assez loin, mais je vais la retrouver. 13 au 20 janvier 1996, donc Alors, le Minas Gerais, c'est ce grand État avec cette forme un peu biscornue, là, avec un grand nez, là. Et Varginha, c'est par là, voilà, à 200 km des côtes à peu près. Alors, j'ai refait une autre carte d'ailleurs, je sais plus où elle est. ben, elle doit être à la fin, elle doit être à la fin avec le cas Virginia, je suppose. Non, 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 elle est Ben là, voilà, voilà. voilà, on y est là, voilà. Voilà. Voilà, Varginha, toi, pas très loin, pas extrêmement loin des côtes, mais quand même dans une zone de colline. Je pense que Mm. moi, je pense que Gildas a été sur le terrain. Je pense que ce sont des collines assez basses. Oui, oui, on va Ah interroger bah, Gildas, je vais Gilda. lui donner la parole. Attends, pas tout de suite, sinon je ne vais pas pouvoir présenter. Attends. Non, non, donne pas la parole à Gilda tout de suite, sinon je ne pourrais pas la reprendre. Non, qu'ils ne vexent pas. Non, vous avez les cartes de Virginia, là, oui, au centre de la photo. Donc, on est Sao Paulo, et donc, vous voyez sur la côte. Hein. Sao Paulo, c'est la petite tache grise qui est ici. Voilà, C'est une ville d'accord. gigantesque, en fait. Mais bon. Mais oui, évidemment. Mhm. Virginia, donc, c'est une petite ville. Par contre, donc, ça se passe du 13 au 20 janvier 96. Donc, tu me montres un couple, non? Il y a un petit couple, juste tout de suite. Un couple? Donc, on a un couple, ben oui, mais avec Virginia, mais nous, les photos de Virginia, pas les. Donc, on a un couple, T'es gentil, Jean. mais c'est à la fin, Euh, Virginia, c'est pas au milieu. oui, mais j'y vais, gentiment.
Oui, mais on n'a plus de temps. Alors, si on met une minute pour moi de la photo, c'est même pas. Alors, alors c'est un couple qui. Ça se passe le 13, que c'est quand même la semaine du 13 au 20, parce que c'est le 13 qu'on a ce couple. C'est pas ça. C'est à la fin. Ce couple, donc, voilà ce couple, donc, qui s'appelle Euricio et Oralina Rodriguez. Donc, c'est voilà, il voit un cigare volant, la photo qui est avant, le cigare, il le voit le 13, hein, dans la nuit du 13 janvier. C'est le début de l'incident. Donc c'est bien un cas de crash, n'est-ce pas? L'image est une reconstitution, ce n'est pas une photo, bien entendu, mais c'est une image qui est très bien faite, qui est approuvée par tous les ufologues, hein. Je ne parle pas de portrait, je parle de la reconstitution du cigare. C'est un objet qui a été observé par ces deux personnes et qui était en détresse, hein, avec la fumée, avec un orifice, enfin, qui était sur le point de s'écraser. Il est passé à proximité. Bon. Alors, selon les spécialistes, on présume que les militaires américains avaient averti leurs collègues brésiliens par l'intermédiaire du centre de défense aérien à Brasilia. Le satellite avait détecté la présence de cibles sur le territoire brésilien au sud du Minas Gerais. Donc, parce qu'effectivement, les militaires sont intervenus quand même très rapidement et ça a commencé. Mais néanmoins, on pense que le crash a été, oui, a été récupéré rapidement. Mais néanmoins, le cas commence le 20 avec la créature, hein, avec la créature qui est observée par les jeunes filles. Si tu veux montrer les jeunes filles, 3 jeunes filles du Mais vin. Jean, c'est pas mon. Je veux bien montrer jeune fille, mais c'est celle-là, non? Non, 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 c'est pas Virginia, ça. C'est à la fin du PowerPoint. Gentil, Voilà. gentil, mais Ben oui, mais je regrette, je sais pas. Voilà, ça c'est le site. c'est- Ça c'est le site décrit par. C'est le site où habitent les jeunes filles. c'est elle? Voilà, voilà, voilà. Ben oui, puis là, tu n'avais pas bien regardé. Voilà, donc ce sont les 3 jeunes filles qui ont vu l'objet le 20 janvier dans l'après-midi. À 17 h, il fait déjà nuit, hein, au Brésil, donc une créature de ce type-là. Il y a eu d'autres témoins, entre autres. Oui, mais synthétiquement, donc ces jeunes filles ont vu une Oui, créature. Cette créature ensuite aura été capturée, puisque moi je ne connais pas bien je me souviens pas ben bien des oui, détails. oui, Elle a alors été tu me donnes capturée combien de là. temps? Ouais. Elle a pas été, la créature n'a pas été capturée quand les jeunes filles ont vu la créature. Non, non, elles l'ont signalée, tout simplement. Ça se passe dans l'après-midi du 20. Par contre, le soir, par contre, le lendemain, si je ne me trompe plus, il faudrait que je vois, on a effectivement ces pompiers. Vous voyez, les pompiers sont appelés. Et ce sont des pompiers qui sont appelés près d'un jardin, Jardim Enterre, si je me souviens bien, c'est par là. Et ils sont appelés pour une créature et ils récupèrent une créature qu'ils remettent au milieu sur des pompiers. À gauche, c'est une reconstruction avec un camion militaire, donc ils sont obligés de remettre la créature à des militaires. Et à droite, c'est l'école des sergents qui se trouve à Varginha. Donc elle est transportée à l'école des sergents, etc. Il y a une autre créature qui est récupérée le lendemain. Vas-y, encore une image suivante. Justement, par plus loin, le policier militaire Elie Cérez, donc, qui a récupéré donc, le deuxième créature, qui était apparemment semblable à la première, avec un autre collègue, et celui-ci s'est blessé en déplaçant la créature dans son véhicule, dans les sièges arrière du véhicule. Il s'est blessé le bras à ce moment-là. La blessure aurait été en contact des créatures, et Elie Cérez est mort même 3 semaines après. Voilà, c'était le point important. Voilà. Oui, après le dossier, il est énorme, hein, énorme, énorme dossier Virginia. Donc voilà, je m'arrête là parce que Ok. Non, mais c'était bon quand même de le rappeler.